gens, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Et merci 94 pour le sub. Ça régale. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, Rafale, un roman inspiré des mythes de Lovecraft, par l'auteur français Wilfrid Renaud. Braves gens. Bonne écoute. Estampés sur des ailes poudrées, des iris observaient sans ciller l'homme qui les avait épinglés là. Des dizaines de papillons rangés en escadrons de combat paradaient. Leurs antennes desséchées pointaient leurs chasseurs. De nombreux regards toisaient ce dernier. Des orbites vides percées dans des crânes à l'occiput disproportionné, des aberrances sous des cloches de verre, des globes oculaires qui baignaient dans des bocaux remplis de formol. Les créatures du cabinet de curiosité déversaient des siècles de rancœur sur le collectionneur immobile. Des étagères plus ou moins bancales, filaient sur tous les murs. Elles accueillaient des travaux de toute époque employant. Le cuir des tranches était entélimé par le temps que leurs titres s'estompaient jusqu'à disparaître tout bonnement. Seuls quelques gaufrages offraient suffisamment de relief pour deviner certains mots au toucher. Au beau milieu de son antre, Havel ignorait la haine qu'il suscitait parmi la gente monstrueuse glanée au fil de ses voyages. La joue écrasée sur le tissu carmin de son fauteuil, il dormait. Son visage mimait les aventures du fond de son cerveau en pleine activité. Peut-être celle que devraient compter les pages vierges de l'ouvrage ouvert sur ses genoux. Des frissons parcouraient ses bras en hérissant ses poils. De l'âtre tournoyait une fumée légère qui s'enroulait entre les chevilles de l'endormi et les pieds du Voltaire. Havel quitta soudainement sa torpeur quand son livre glissa par terre. Bouffi de somnolence, il tâtonna le parquet du bout de ses doigts. Lorsqu'ils effleurèrent le cuir craquelé, une vision lointaine le frappa. Il se jeta sur le carnet de notes qui avait toujours jouxté son fauteuil sur la table basse. Ses réminiscences s'évanouissaient à mesure que son stylo se dérobait à son emprise au fond de sa poche. Elles s'évaporèrent finalement à l'instant où il posa sur le papier sa pointe, enfin prête à répandre son encre noire.
Havel soupira. Ce processus se répétait obstinément. D'abord, des bribes de rêves, toujours semblables, qui subsistaient. Des symboles, des chiffres ou un langage s'ordonnaient en architecture démente. Elle se hérissait sur des plateaux montagneux, façonnés par des cascades de signes étranges. Des terrasses s'y étouffaient sous des jungles au feuillage numéraire. Des lignes de calcul agitaient la végétation au profil mathématique. De leurs résultats naissait une texture ou une nuance de couleur, une poésie fantastique et repoussante à la fois. Des homoncules à l'allure simiesque déambulaient dans ces fondations aux confins de la conscience d'Havel. Ce dernier n'en saisissait ni le sens, ni la temporalité. Mais plus il s'enfonçait dans ses récurrences, plus les formes s'y précisaient. De nouveaux engrenages révisaient alors la mécanique de sa réflexion. Puis, tout éclatait en une danse d'équations inintelligibles à la sortie du sommeil. Les chaînes qui faisaient tourner les rouages de sa raison s'enrayaient. Enfin, il oubliait tout, jusqu'à l'intuition d'avoir oublié. Il faudra alors recommencer tout le processus, comme s'il n'avait jamais eu lieu. À chaque réveil, seuls 2 éléments persistaient. Une frustration inexplicable et ce livre vierge à ses pieds, confié par son grand-père sur son lit de mort. Conserve-le jusqu'à ton dernier souffle, avait murmuré le vieillard d'une voix rocailleuse, en obstruant d'un doigt tremblant le trou par lequel toutes sortes de tubes passaient dans sa gorge. Sa main tavelée avait enserré la couverture comme un étau jusqu'à la fin de sa consigne. Cet être décharné avait été l'incarnation même de l'autorité patriarcale comme on n'en fait plus. Mais Havel avait décelé dans son regard l'étincelle de sincérité qui marquerait le plus lunaire des gamins de 10 ans. Alors que l'haleine des mourants et l'odeur des désinfectants imprégnaient sa peau, Havel avait quitté l'hospice, son héritage plaqué contre sa poitrine trempée de larmes. Son père lui avait confié que les lubies du défunt n'étaient qu'un tissu de fadaise, qu'il était passé maître dans l'art de la procrastination lorsqu'on lui demandait ce que représentait réellement ce livre. Néanmoins, le jeune garçon choya l'ouvrage, comme s'il était le gardien d'un trésor à préserver de l'érosion du temps et des maladresses humaines. Il avait nourri la reliure en y étalant des crèmes, l'avait éloigné de la brûlure du soleil. L'énigme de ces pages, résolument vierge, le rongea très tôt, jusque dans ses rêves. Armé de sa plus belle plume, il avait tenté d'y apposer ne serait-ce qu'un vulgaire trait pour pallier l'austérité du parchemin. Aucune bavure ne parvenait à l'entacher. À quoi bon protéger, léguer un livre sans histoire à y puiser,
sans poésie à y inscrire. Quand ses parents s'absentaient pour s'approvisionner ou flâner à la fête foraine, Havel se précipitait dans le grenier, en quête des biens abandonnés par son grand-père. Après des heures de recherche, égrenées sur plusieurs jours, entre toiles d'araignée et pelouses de moisissures, il avait délogé une boîte étiquetée au nom du défunt. Il l'avait traînée en imprimant une large tranchée dans la poussière, puis en avait ausculté le contenu. Des bibelots de cultures inconnues y avaient été jetés en désordre parmi des ouvrages en langues étrangères. Havel avait pioché quelques cadres qui abritaient des papillons aux couleurs extravagantes, ainsi qu'un carnet écrit à la main. Le pilleur de carton en avait comparé la calligraphie avec celle d'une lettre de son grand-père. Pour écarter toute ambiguïté, il en avait déchiré un fragment et l'avait présenté à son père pour analyse. « Où as-tu déniché ça ?»« Dans une de mes lettres. »« Ouais, ça vient de papy. Mais pas dans ses bons jours. »« Tu as autre chose de ce genre ?»« Non. » L'homme de la maison avait bouchonné la feuille, puis l'avait brûlée sur la gazinière. Réfugié dans sa chambre, auprès de son temple dédié aux livres, Havel avait plongé dans le carnet de son grand-père avec une telle curiosité qu'il en avait délaissé les plaisirs de l'enfance. Ce cahier était le déversoir d'hypothèses au sujet du livre mystérieux. Des lignes cisaillaient des pages et des pages, s'entrecoupaient en joutant dans l'espoir d'imposer leur message dans la guerre cérébrale qui tempêtait noir sur blanc. Leur rédacteur les jetait dans la bataille comme pour s'en délester. S'il y avait la moindre tentative d'organisation, Havel n'en percevait pas le fil directeur. L'écriture du grand-père dessinait les paysages de sa folie en symboles singuliers. Sa démence palpitait dans ses croquis et s'avérait contagieuse. Si son père n'avait pas tenté de comprendre l'ancien, Havel était décidé à y parvenir. Au fil des années, le jeune homme mena nombre d'études en se basant sur les théories issues du carnet. Il s'immergeait chaque jour au fond de gros tomes d'histoire qui ne s'attachaient souvent qu'à brasser les dates des vainqueurs s'ils n'exposaient pas qu'une série d'événements dénaturés par la propagande séculière. On entend souvent que l'histoire permettrait d'apprendre en se confrontant aux erreurs du passé. Mais peut-on se fier à un panel rédigé au cours de siècles aux enjeux abscons ? Pour autant, nos lettrés s'estiment capables d'en saisir la pensée, embourbés comme ils sont dans leur propre paysage culturel. En outre,
Les auteurs anciens ne se sont probablement pas voués à cette discipline de travail dont nos professeurs se targuent dans nos universités. Quel prétentieux que ces érudits d'aujourd'hui. Comme ils omettent hâtivement une certaine forme de poison à la vie longue. L'or sonnant, le papier des billets, la froideur des sommes virtuelles ont toujours su orienter les mots. Peut-on donc se référer à une science tronquée à la source et, de surcroît, corrompue dans le temps ? L'archéologie avait fourni à Havel des indices plus substantiels. Ils avaient permis de vérifier, ou non, des suppositions lors de séjours en Égypte, en Nouvelle-Angleterre ou encore en Antarctique. Toutefois, des problèmes éthiques similaires à ceux rencontrés au cours de ces prospections historiques avaient ressurgi. Durant ces voyages, le jeune homme avait été témoin de rituels dans de vieilles cours des miracles européennes ou dans les bayous de Louisiane. Des manuscrits sacrés présidaient à chacune de ces assemblées, mais jamais Havel n'avait trouvé la moindre mention d'un livre vierge, étanche à l'encre. Il avait également réquisitionné les sciences dures à son service. Il avait badigeonné quelques feuilles de jus de citron, puis les avait irradiées d'ultraviolet pour dévoiler un potentiel message. Les aspérités du cuir et les irritations du parchemin ne cachaient aucune sorte de langage non plus. Seule une petite tache de sang qui collait 2 pages entre elles, avait récompensé la persévérance d'Havel, tout en révélant l'ampleur de sa mission. Les siècles s'étaient bousculés dans les estimations des plus éminents spécialistes. La tâche datait de plus de 1000 ans. Qu'elles fussent littéraires ou scientifiques, les études traditionnelles avaient toutes démontré leur inaptitude à percer l'énigme du livre. Au contraire, le mystère n'avait fait que s'étoffer. Assis dans son cabinet de curiosité, le collectionneur reposa son stylo sur la table basse. De toute façon, son rêve s'était enfui. Enfui, pas enfoui. Et merci TRBZ Mano pour le follow. Bienvenue. Il soupira de frustration et avança jusqu'à ses lèvres une tasse ébréchée. Le thé était froid. Il ne savait pas quelle heure il pouvait bien être. Les aiguilles des horloges étaient immobiles. Toutes pointaient vers un chiffre différent. Aucune d'elles ne se permettait d'ébranler le rythme de ses lectures, ou encore celui des quelques concertos qu'il réécoutait obstinément. Il ne supportait aucun trouble lorsqu'il se plongeait dans ses méditations.
Vraiment. Il ne savait pas quelle heure il était. Forçant sur ses articulations grinçantes, Havel se resservit du thé avant de traverser les effluves boisés qui embreumaient la bibliothèque. Il alluma quelques chandelles, puis se posta devant la fenêtre. Le ciel était de plus en plus bas depuis quelque temps. Il pouvait apprécier sa noirceur s'épaissir à l'œil nu. Était-ce l'aube ou bien le crépuscule ? Au loin, égale à elle-même, la ville ne suspendait jamais sa respiration. Elle s'étalait sans cesse en gonflant, tout en expirant ses gaz et ses jingles à outrance. La banlieue résidentielle dans laquelle se terrait Havel depuis 20 ans s'érodait petit à petit sous l'acidité du pétrole. Les tempêtes successives le charriaient toujours plus au-delà du réseau urbain. D'ailleurs, la prochaine tourmente se déclarait blanche sur grisaille. Sous le regard d'Havel, des tourbillons de nuages joignaient ciel et terre et se muaient avec une impatience folle depuis les lointains gratte-ciel. Là-bas, les cyclones se multipliaient, balançant corps et tôles par-dessus leurs épaules, comme un homme creusant la terre. Toute la cité était prise, contaminée par le souffle conquérant de ces nouveaux maîtres invisibles. La maison d'Havel s'ébranla en une salve de craquements. Les rafales annonçaient l'arrivée imminente des tornades en formation. Elles venaient dompter la bordure non soumise. Avant de se briser sur les murs des résidences, les langues d'air couturaient le sol de traces goudronnées, Désolé. Les langues d'air couturaient le sol de traces goudronnées, recouvrant des bandes d'herbe à jamais paralysées dans le macadam. Des spirales de feuilles qui ne goûteraient plus la sève s'y déposaient pour mourir une seconde fois. Médusé, Havel vit des vents opaques se condenser en un point qui frappa à la porte de Monsieur Lepski, le voisin d'en face. Il n'était pas sûr de faire confiance à ses sens, surtout depuis les séances de spiritisme auxquelles il avait participé dans des caves mexicaines. Elle lui avait laissé des séquelles contre lesquelles les neurochirurgiens ne pouvaient rien. Le collectionneur avait appris ce matin, d'après la rubrique... Le collectionneur avait appris ce matin, d'après la rubrique nécrologique, que Monsieur Lepski venait de perdre sa chère femme. Havel détestait ces encarts ciblés par les sectaires de tout poil. Ce listing morbide pointait du doigt les âmes les plus vulnérables du moment, prêtes à sponsoriser le premier sourire charmant qui se présentait sur leur palier. En somme, une belle brochette d'endeuillés qu'un gourou s'empresserait de dévorer. La perte de Monsieur Lepski confortait Havel dans ses choix. L'ascétisme s'avérait la plus saine des options.
Les quelques individus qu'il avait comptés dans le cercle de ses amis l'avaient seriné pour qu'il trouve une femme, comme s'il s'agissait du dessein manifeste de tout homme digne de ce nom. Quelle était donc cette loi officieuse qui statuait que singer la majorité conférait une légitimité, une sorte de bien-être irréprochable? L'apparition de M. Lepski dans l'embrasure de sa porte interrompit son introspection. Ou plutôt, était-ce l'envol de ce dernier qui le troubla? Le veuf fut littéralement projeté dans son salon par des vents impétueux. Leur forfait achevé, les rafales s'exfiltrèrent de la maison et se tournèrent vers Havel. Elles avaient choisi leur victime suivante. Jusque-là, bouche bée. Le collectionneur Jusque-là, bouche bée. Le collectionneur reprit ses esprits, puis se précipita dans toutes les pièces pour verrouiller portes et volets. Lorsqu'il ouvrit une des fenêtres de l'étage pour atteindre les battants de bois, une brusque lame venteuse le repoussa. Des bourrasques pénétrèrent dans sa gorge, tandis que des bras, au souffle débridé, déversaient des torrents d'air pour maintenir la fenêtre ouverte. Les deux pieds contre le mur, à l'horizontale. Havel batailla contre les éléments qui les pénétraient, sa demeure et lui. Le vent succomba en sifflant aux efforts du propriétaire des lieux, arc-bouté sur le loquet. Suant à grosses gouttes, le vainqueur s'assit contre le mur, le corps enfin délivré. La lutte avait été si soudaine qu'il en avait la tremblote. Il attrapa ses deux mains pour les détendre et constata qu'elles ne frémissaient pas. C'était la maison qui vibrait. Elle chancelait sous la charge des rafales. Havel se remit sur pied d'un bond, puis dévala les marches, cahotant avec la bâtisse. Il éteignit les bougies de peur qu'elles ne tombent, puis se posta dans son fidèle Voltaire. Au passage, il avait ramassé le livre vierge au sol depuis sa chute. La tornade tambourinait en martèlement de plus en plus violent contre les murs. Le vent désirait entrer, cherchait le moindre interstice à infiltrer. Cloîtré dans son cabinet, Havel en observait les étagères à l'affût de la moindre brèche. Les derniers rayons du crépuscule qui filtraient d'entre les persiennes se réfractaient sur les carapaces des isopodes géants, sur l'appendice nasal des taupes à nez étoilé, sur des centaines de prunelles rivées sur le collectionneur. Au cognement s'ajoutèrent des sifflements stridents qui montèrent en crescendo jusqu'à emprunter des tessitures quasi humaines. Havel avait l'affreuse impression qu'une horde de jeunes filles cernait sa maison et hurlait aussi fort qu'elle le pouvait. Des shows télévisuels, ziotés au cours de repas laborieux chez d'anciennes connaissances, lui revinrent en mémoire.
Ses programmes vampiriques ne mordaient pas la gorge, mais les yeux, ne suçaient pas le sang, mais l'imagination. Il reconnaissait dans le vacarme du dehors la fureur du monde hertzien, les cris des groupies devant des génies de la musique seulement capables d'appuyer sur des carrés, les énergumènes en costume qui s'insurgeaient contre de récentes émeutes en postillonnant, les bombes à gogo balancées par des soldats aux anges sur des rythmiques endiablées. La tornade, enragée de se heurter à porte close, avertissait Havel de son courroux en libérant toute sa puissance sonore. Pour contrebalancer la furie qui s'orchestrait, Havel se rua jusqu'à ses vinyles en tâtonnant dans la récente obscurité et fit brailler ses enceintes aussi fort qu'elle le pouvait. Le mélange du concerto et des admonestations du vent retentissait en cadences insensées et en chorales infernales. Le cyclone s'employa à lacérer la maison avec d'autant plus de vigueur. Les complaintes des fillettes s'amplifièrent. Dans la cuisine, les machines s'affolèrent à leur tour, s'enflammèrent, sonnèrent, comme le concert électronique auquel assiste tout fidèle client de supermarché. La radio grésilla ses fréquences parasites, sans cesser d'augmenter son volume. Faute de ne pouvoir faire taire ses rugissements en gueulant plus fort, Havel se recroquevilla sur son Voltaire, autour de son livre vierge. Il savait qu'il était au cœur de la crise, dans l'œil du cyclone. Mais il ne se laisserait pas faire. Il luttait contre la peur subversive distillée par la cérémonie qui battait son plein, se griffait les bras pour contraindre son esprit à se focaliser sur la douleur et non la panique, mordait la reliure en espérant ingérer le substrat de savoir qui s'y dissimulait. Ce fut au bord de la démence que les bombes, les fillettes et les enceintes se turent. Les poutres exhalèrent des craquements moins inquiétants. Sa demeure se remettait de l'assaut en détendant les fibres de son bois. Havel l'imita en étirant ses membres qui tressaillaient de crampes tant il s'était contracté autour de son précieux livre. Peut-être les vents l'avaient-ils abandonné aux dépens d'une proie plus vulnérable. Les ténèbres l'enserraient de ses griffes maculées de cauchemars. Havel ne percevait que ses propres halètements. Sa raison requérait une source de lumière pour confirmer qu'il ne s'agissait que d'une série d'hallucinations plus vraies que nature. Il palpa un bon moment l'air avant de bousculer une boîte d'allumettes, puis il s'approcha d'une table qu'il savait couverte de bougies. À cet instant, il redoutait l'apparition d'une femme livide aux longs cheveux noirs ou celle d'un monstre chtonien
la chair de ses dernières victimes coincée entre les crocs. Tout bon film d'épouvante profiterait de ce moment pour faire sursauter son audimat, pensait-il. Le bout de l'allumette s'embrasa contre le grattoir. La mèche d'une bougie crépita. La flamme tremblotait sous les doigts d'Havel lorsqu'il ausculta le cabinet en pivotant sur lui-même. Le collectionneur retint sa respiration sous le choc de ce qu'il découvrit dans son dos. Au lieu de le rassurer, la lumière dorée entre ses mains ne fit qu'entériner l'inconcevable réalité du guet-apens. Du sol au plafond, une gigantesque forme aux appendices humanoïdes le surplombait. Des brumes y tourbillonnaient en cyclones miniatures. Les plus massifs d'entre eux engouffraient les moins menaçants, comme pour rallier leurs forces. Des éclairs électriques surgissaient du corps en perpétuelle tempête, puis s'échouaient contre les cloches en cristal du cabinet. Une queue, composée de brises discrètes, s'étirait derrière la créature zéphirine qui semblait s'extirper de la cheminée. La cheminée. Havel ne l'avait pas barricadée. L'affolement du collectionneur atteignit des sommets jamais explorés. En manque d'oxygène, Havel inspira à grandes bouffées. Comme en réponse à ces suffocations, une tornade dantesque déferla dans la bibliothèque. Les cadres et les cloches explosèrent en nuages de verre sous ses fouets, puis nourrirent les spirales survoltées dans le ventre de la bête. Les fillettes déployèrent leurs cris suraigus jusqu'à éclater les vitres de l'intérieur. Des langues d'air déchirèrent les travaux d'Havel, patiemment compilés sur toute une vie. Havel courut, désorienté, comme s'il ne connaissait... C'est terrible ce soir, je n'arrive plus à lire. Je ne sais pas ce qui m'arrive, désolé. Havel courut, désorienté, comme s'il ne connaissait plus les lieux. Les rafales en furie le traquaient de leurs longs doigts vaporeux. Les objets et les recueils qui avaient jalonné l'existence du collectionneur se pulvérisaient contre les murs. Lorsqu'il ouvrit dans sa débandade la porte de la cave, un filament brumeux s'enroula autour de sa cheville. Il trébucha en sombrant dans l'escalier enténébré. Les marches lui plièrent le dos, endolorirent l'entière surface de son corps en craquant. Il dégringola en oubliant le haut et le bas, jusqu'à ce que son front percute le sous-sol dans une gerbe de poussière. Par chance, la porte s'était refermée sur lui. Mais le vent s'ingéniait déjà à surmonter l'obstacle. Les protestations des gonds s'additionnèrent au vacarme. Étalé sur le ventre au fond du cellier, Havel fouilla la terre en geignant à la recherche de la bougie.
Il sentait des gouttes chaudes cascader depuis ses narines. Lorsque ses doigts s'enfoncèrent dans la cire encore malléable de sa bougie, il attrapa la boîte d'allumettes qu'il avait rangée dans sa poche. La flamèche éclaira la boue ocre entre ses genoux, fruit du mélange entre le sang qui perlait de ses plaies et la terre de la cave. Havel n'eut pas le temps de jouir de l'accalmie. La porte vola en éclats et la créature Zéphirine déboula dans l'escalier, plus électrique que jamais. Elle s'immobilisa devant sa proie, une bougie entre les mains pour seule protection. L'humeur du vent s'était obscurcie. Des cliquetis et des ronflements, comme ceux d'un moteur, accompagnaient désormais sa sérénade insoutenable. Nous allons faire une courte pause. Parce que fun fact, je sais pourquoi je n'arrive pas à lire. Vous allez vous foutre de ma gueule. Je suis juste au bord du malaise vagal. Je vais aller manger un truc vite fait. Je reviens dans un instant. Je vous laisse avec Pi. Voilà. Je reviens dans un instant. Mais le pire, c'est que j'ai mangé ce soir. Peut-être pas assez, c'est tout. Mais quand je commence à galérer, à être concentré sur ce que je fais et à avoir des sueurs froides, et que j'ai faim, en général, je suis désolé, c'est catastrophique. D'habitude, ça l'est moins, je vous promets. Je reviens tout de suite, je vous laisse avec le plus mignon. Ça paraît bien comme compensation. C'est ça, petite hypoglycémie, tranquille, au calme. Je reviens tout de suite. Voilà. Ça devrait être mieux. En vrai, j'ai un sandwich, en fait, il m'attend pour après le live, normalement. Donc je sais que j'allais manger après. Mais faut croire que... Donc j'ai tapé quelques crocs. Voilà, ça devrait le faire. Le temps que ça arrive là dans le bide et que ça... C'est plus impressionnant en live qu'en rediff. Quoi donc? Les histoires. Tu vas regarder des rediffs. Ça fait plaisir. Ah putain. Mais oui, désolé. Désolé pour cette interruption de programme. Voilà, je suis... Je suis d'accord. Je tiens à dire que c'est moins calamiteux d'habitude. Mais là...
En fait, quand j'ai commencé à avoir des sueurs froides, j'aurais dû le sentir venir. En gros, le mec est juste en train de se faire attaquer par un monstre tornade. Et il a un bouquin légué par son grand-père, et voilà. Ah tiens, là ça rend mal le chat en haut, faut que je le recoupe. Je ferai ça après. Je suis désolé. C'est plus... voilà, normalement c'est pas aussi galère. Enfin, je galère moins d'habitude. Je fais mieux mon taf d'habitude. Voilà. Je fais ça alors qu'on a eu en plus un magnifique raid du Troubs. Donc je suis désolé pour sa commu. Hein, waouh, c'est compliqué ce soir. Mais c'est un détail. Mais vous avez un beau chat qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est mieux, ça rattrape un peu, non? Bon. On va essayer de reprendre convenablement. D'accord? D'accord. La commune du Troubs n'accepte aucune excuse, nous sommes pointilleux. Mais je comprends, moi aussi, normalement. Je suis extrêmement perfectionniste dans le sens très négatif du terme. Ce qui fait que là, je meurs intérieurement de cette qualité cataclysmique que je vous offre ce soir. Et je pense que les gens qui me connaissent le savent. Voilà. Je meurs intérieurement là. À chaque fois que je bafouille, j'ai envie de me foutre des turbotards dans la gueule. C'est terrible. Je me mouche un petit coup et on y retourne. Et donc ça n'a rien à voir, mais je tiens à dire que vous avez des pépés vraiment stylés. Et je suis très content d'avoir Dev ce chat pour qu'on puisse les observer, les admirer, les voir. Voilà. Les sueurs froides se sont arrêtées, quasi immédiatement. Voilà. Et oui, il y a vos pépés ici. Et il y a les badges d'abonnés. Si vous abonnez, j'en ai pas là. Si, regardez, Amaury par exemple. Vous voyez, il y a les badges d'abonnés aussi. Si vous abonnez, si vous subez, n'hésitez pas à claquer votre Amazon Prime, par exemple. Voilà, pour avoir une petite déco. C'est pas. C'est vrai, ça fait plaisir de voir un peu nos pépés, on les voit au poisson. Bah n'est-ce pas, hein? Et moi je les trouve très cool. Et je suis content d'avoir pu dev ce chat. Que j'essaierai d'améliorer encore, mais voilà. Je suis désolé, j'attends un peu de reprendre vraiment 100% mes esprits. Avant de reprendre. De toute façon, c'est bon, il reste techniquement 23 minutes de live. Il me reste de quoi faire 23 minutes de lecture si je me grouille un peu. Bon, on va dépasser 1h du mat, c'est pas grave. On est bien ensemble, hein, on est bien. Il y a beaucoup de gens qui se sont barrés parce que je galère, mais voilà. Hein. Mon doggy badge est très beau, je l'aime bien. Ah, je suis content, Rosaire, que tu apprécies. J'aime bien le concept. Je sais pas, mais je trouvais ça cool dans la DA. Ce chat fait partie des plugins que tu devs sur OBS. Alors non, parce que ça c'est juste du widget Streamlabs full custom quoi. Mais, donc non, c'est pas direct dans OBS et c'est pas directement une source navigateur non plus. Les plugins que j'essaie de dev, c'est parce que j'ai dev entièrement mon overlay générique, donc pas celui d'Horrific Histoire, celui de tous mes autres lives, à la main. J'ai fait un overlay qui est littéralement codé. Et que j'essaye de redévelopper en plugin OBS pour l'optimiser. Parce que l'HTML, JS, CSS, ça fait un peu suer mon ordi et OBS. Je suis curieux, le texte est d'origine en français ou en anglais? En français. En français. C'est un auteur français contemporain, né en 91. Donc, il pourrait être sur ce chat. Donc voilà. Source nav. Mais du coup, oui, c'est une source navigateur. Du coup. Qu'est-ce qui est pas si courant ici? Ah, que ça soit français. Ok. Ça va mieux. Je me suis vraiment senti comme quand on me fait une anesthésie ou une prise de sang. Ouah, je pars. Ah ouais, genre il a la trentaine, peut-être qu'il regarde Twitch. Ah mais totalement. Hein. Non, moi j'aurais dit qu'il était content pour rien. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui est dû à quoi? Le petit malaise là? Parce que j'ai faim, parce qu'il faut que je mange. Et pourtant j'ai bouffé à 18h, hein, mais peut-être pas assez. Wow. Mais bon, écoutez.
Shit happens. As-tu bu? Je bu, regardez. Je bu, j'ai ma gourde ici que j'arrête pas de descendre. Et merci beaucoup Succube93 qui lâche le follow. Pour me soutenir, j'imagine, dans le malaise vagal. Merci. Eh ben, bonne soirée, Mano. Merci beaucoup d'être passé ici et d'être resté. J'espère que le reste du contenu te plaira. Et sinon, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain à 22h pour Horrifique Histoire. Si vous voulez d'autres histoires, d'ailleurs, en format plus court et conçu pour ça, n'hésitez pas à checker ça. Et demain, je serai sur la chaîne de Sir Mascox, normalement, pour du JDR. Donc, checkez ça, les follow Sir Mascox. C'est un artiste de grand talent en plus, donc si vous aimez le dessin, go. Voilà, je le rappelle juste comme ça. Et bonsoir Marox, j'espère que tu vas bien. Malaise à part, il fait chaud et tu parles beaucoup. Ouais, mais parler beaucoup, bah j'ai quand même l'habitude en soi. Et il fait chaud, bah en vrai pas tant que ça, c'est juste les sueurs froides n'étaient pas dues à la chaleur, pas trop en tout cas. Ouh. Bon, j'ai encore faim, mais au moins je suis pas en train de crever d'inanition. Donc, voilà. Oui, toujours en l'heure que ce soir c'était super comme d'hab, c'est gentil. C'est pas encore fini, hein, mais c'est gentil. Merci du soutien, alors que je suis en galère, quoi. C'est terrible. Ok. J'ai lu ça. Et coucou Aishi. Je me gourre sur les potas. C'est terrible, hein. Comment ça va? Aishi qui me fait une pub sur tous les streams où elle est. Donc merci de ouf. Ça aide de ouf. Un badge TwitchCon. Moi je l'ai toujours pas, la badge TwitchCon. Je suis dégoûté. Je suis deg. Ça bug. En vrai je m'en branle un peu. Mais pour 75 balles, j'aurais pu au moins avoir mon badge, quoi. Mais ça bug. Voilà. Bref. Tu m'as fait rêver avec tes stories vacances. Ah bah écoute, un plaisir. Ça va. Je viens de faire une pause dans la lecture parce que j'étais en train de partir en hypoglycémie. Ce qui m'arrive rarement, mais qui m'arrive du coup. Et voilà. Donc voilà. C'était la petite pause. On va reprendre l'histoire. Je résumerai l'histoire actuelle par c'est la merde. Mais voilà, du coup, voilà. Après le printemps des baies, j'ai ressorti Danse Macabre. Ah bah écoute, nickel. Je l'ai juste là parce que je cherchais... Quand tout à l'heure, je cherchais quoi lire ce soir. Je l'avais là aussi. Ok. Reprenons. Tout... En vrai, tout le monde s'est barré, c'est terrible. C'est là que je sais que j'ai fait de la merde. Mais tant pis. Celle que j'aime énormément, c'est la corniche. Ah. Tu l'as écouté en rediff du coup? Ou tu l'as lu toi-même, je sais pas. Voilà, c'est très bien résumé Amaury. En vrai, c'est très bon résumé d'Amaury, tu peux pin. Voilà. Voilà. Mais tu peux... Ah si, j'y peux. Si. Non, si, j'y peux. Parce qu'en vrai, j'ai pas d'excuses. Hein. J'ai pas d'excuses. Hein. C'est du boulot, point. Voilà. Et c'est à moi de m'adapter d'abord. Pas écouté Banger TV. Ouais, je l'ai lu. Elle est pas encore en rediff. Si, elle est peut-être en rediff parce qu'elle a moins de 2 mois. Donc je pense qu'elle est en rediff sur la chaîne. Mais pas encore dans la collecte. Soutien super. Merci beaucoup Solarius, ça fait plaisir. C'est drôle que ce soit parfait car j'ai pas suivi. Mais franchement, ça suffit comme je pense résumé. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas le lien entre le livre vierge et la créature de type vent qui attaque. Hein. Donc, on va le découvrir. Je ne sais même plus où j'en suis. Hein. C'est fou. Hein. Page 394, ça aurait pu. Ouais, mais t'es humain, je trouve que c'est l'intérêt de Twitch. Oui, c'est vrai. Mais voilà.
J'aime vous fournir un contenu quali et qui ne soit pas totalement perturbé juste par mon état random, tout d'un coup comme ça. Et bref, voilà. Mais je vous l'ai dit, hein, je suis je suis l'exemple parfait de pourquoi être perfectionniste est un défaut. Un vrai, et pas une fausse arnaque. C'est pas du LinkedIn, hein, c'est de la vraie vie. Allez, parce que quand même, on va y retourner avant que vous vous endormiez toutes et tous définitivement. Reprenons notre lecture. Et je vais la reprendre un petit peu, je crois, avant, où on s'en était arrêté. Et je vais essayer d'arrêter de bafouiller. Sauf que tu as vu le chat se plaindre. Na, alors fais-nous ta voix de lover, on aurait dit. J'ai pas vu le chat se plaindre, mais on a perdu la moitié des gens. Donc voilà. Non, je regarde pas les chiffres, c'est faux. Non, il ne faut pas, ne regardez jamais les chiffres, c'est mauvais les chiffres. Ne faites pas ce que je fais. Bref, c'est cadeau. Exagère un peu. Non, je ne mens pas. Reprenons. Havel courut, désorienté, comme s'il ne connaissait plus les lieux. Les ravals en furie le traquaient de leurs longs doigts vaporeux. Les objets et les recueils qui avaient jalonné l'existence du collectionneur se pulvérisaient contre les murs. Lorsqu'il ouvrit dans sa débandade la porte de la cave, un filament brumeux s'enroula autour de sa cheville. Il trébucha en sombrant dans l'escalier enténébré. Les marches lui plièrent le dos, endolorirent l'entière surface de son corps en craquant. Il dégringola en oubliant le haut et le bas, jusqu'à ce que son front percute le sous-sol dans une gerbe de poussière. Par chance, la porte s'était refermée sur lui, mais le vent s'ingéniait déjà à surmonter l'obstacle. Les protestations des gonds s'additionnèrent au vacarme. Étalé sur le ventre, au fond du cellier, Havel fouilla la terre en geignant à la recherche de la bougie. Il sentait des gouttes chaudes cascader depuis ses narines. Lorsque ses doigts s'enfoncèrent dans la cire encore malléable de sa bougie, il attrapa la boîte d'allumettes qu'il avait rangée dans sa poche. La flamèche éclaira la boue ocre entre ses genoux, fruit du mélange entre le sang qui perlait de ses plaies et la terre de la cave. Havel n'eut pas le temps de jouir de l'accalmie. La porte vola en éclats et la créature zéphirine déboula dans l'escalier, plus électrique que jamais. Elle s'immobilisa devant sa proie, une bougie entre les mains pour seule protection. L'humeur du vent s'était obscurcie. Des cliquetis et des ronflements, comme ceux d'un moteur, accompagnaient désormais sa sérénade insoutenable. Lorsqu'une goutte de sang s'échappa du nez d'Havel pour rejoindre la flaque à ses pieds, les rafales s'engloutirent dans sa bouche. Elles tambourinèrent dans son œsophage, lardèrent ses poumons en investissant chaque bronchiole, se baignèrent dans son sang. Les sifflements hystériques fredonnèrent alors en lui, aux limites du compréhensible. Soumets-toi à mes sondes. Les percussions mécaniques du vent battaient dans ses veines tandis qu'il asphyxiait. Ses os et ses muscles fusionnèrent en vérin, ses tendons se transformèrent en rouages.
lorsque les bourrasques assiégèrent son cerveau, des antennes hertziennes se substituèrent définitivement à ses neurones. Soumets-toi à mes ondes. Rejoins la plus grande communauté jamais créée pour toi. Les vents continuaient d'infuser en lui leur débauche de fanatisme et d'orgueil. Ils distordaient sa nature primaire, violaient son humanité. Avant qu'ils n'achèvent leur pernicieux forfait, ils s'exfiltrèrent d'Avel qui tomba à genoux dans la boue. Il inhala l'air électrique en remplissant d'une seule respiration le volume de sa poitrine. Sa carcasse craqua. Une quinte de toux le secoua quand les lésions dans ses poumons s'étirèrent. La tornade longeait les murs, projetant dans toutes les directions des fulgurances qui éclairaient la cave d'une lueur azurine. Un ronflement, doublé de voix stridulentes, s'éleva dans le crâne d'Avel. Vénère-moi. La créature zéphirine tournait à grande allure autour de sa proie, comme un chat avec sa victime. Elle souhaitait l'entendre abdiquer, alors même que des relents de résistance subsistaient. Sa victoire n'en serait que plus jouissive. Elle se délectait de lire les ravages de la consternation se creuser sur le visage d'Avel. La soumission était pire que la mort. La tornade avait parfaitement jaugé son jouet. Vénère-moi. Ou péris seul dans ton trou. Répéta-t-elle en réduisant le diamètre du vortex. Lorsque le martyr releva le front en une ultime bravade, son regard se braqua sur le livre confié par son grand-père. Il l'avait trimballé jusqu'ici inconsciemment. De la terre couvrait ses feuillets vierges. D'un revers maladroit, il les épousta. Le cercle tracé par la tornade s'étrécit davantage, soulevant le sol autour d'Avel. Vénère-moi, ou péris seul dans ton trou. Tandis qu'il se morfondait en feuilletant les pages auxquelles il avait stupidement dédié sa vie, une goutte de son sang éclaboussa le parchemin jauni. Au même instant, des langues d'air se bousculèrent dans ses parois nasales. La mort soufflait dans son corps. Le collectionneur exhala un dernier soupir en contemplant le livre à travers ses larmes. Aussitôt, des lettres s'estampèrent, constituèrent bientôt des lignes, puis des paragraphes. La dernière instruction de son grand-père se rappela à lui, puis se mélangea aux mots naissants, empreints d'une puissance immémoriale qu'une plume invisible rédigeait sous ses yeux. Ils lui délivrèrent une énergie qui fit naître au fond de son ventre un semblant de courage dont les braises se changèrent en un feu ardent.
Alors que les rafales soulevaient Havel depuis l'intérieur de ses organes, il les expectora en un mugissement d'autres tombes. Péris seul dans ton trou. Hurlèrent en chœur les fillettes dans sa tête, contrariées par sa soudaine révolte. Un bouclier intangible contra la nouvelle attaque des vents. Une bataille presque imperceptible balaya la terre et balafra le béton des murs. Seules des ombres, provoquées par les radiations de la tornade, ondulaient au plafond. Des fouets vaporeux y assailliient des formes tentaculaires qui s'échappaient du crâne d'Havel. Ces dernières tenaient en respect la rage de la créature zéphirine, à tel point que les exhortations de celle-ci en devinrent pathétiques. Les appendices du collectionneur surpassèrent bientôt en taille et en puissance les formes aériennes. Empli d'une vigueur inespérée, Havel se tailla une brèche à coups de tentacules, leurs ventouses ombreuses arrachant des lambeaux de vent. Il récupéra le livre, puis repoussa les rafales dans les escaliers. La tornade recula jusqu'au rez-de-chaussée, comme un fauve acculé par un braconnier. Elle tentait de le surprendre à revers par d'autres pièces, mais la fabuleuse détermination d'Havel anticipait le moindre débordement. Les fillettes pleuraient en râles enroués, voire retenaient leur souffle par intermittence. Finalement, Havel contraignit la créature aux abois à déserter sa demeure par son point d'arrivée. Dans le soudain silence du cabinet, les papillons épargnés par les rafales virevoltaient hors de leur cadre. Au sol, les anomalies empaillées mélangeaient leurs membres amputés par les lames d'air. Havel avait amoncelé en vain mobilier, aberrances et archives pour découvrir par un tout autre moyen le secret qui habitait désormais la moelle de ses os. Il déverrouilla la porte d'entrée. Aucune bise ne vint ébouriffer ses cheveux. Seul le prêche des souffleurs de vent éructait jusqu'à lui depuis le brouillard. Des voix nasillardes, néfastes et pompeuses, se confondaient en monologues sans saveur ni véritable récepteur. Certains oseraient prétendre que les dieux lui parlaient. Ils n'étaient rien que des faussaires en charge de censurer les anciennes et belles chimères par un filtre toujours plus enchevêtré d'avanies télévisuelles. La brume convulsait d'éclairs azur qui électrisaient les silhouettes de ses voisins, fantômes d'eux-mêmes. Depuis le front d'Havel, les tentacules ombreux lui frayèrent un tunnel dans le dehors en volute et domptèrent les vents trop insolents. Le bitume sur le perron se liquéfia sous les semelles d'Havel, puis dégoulina en vaguelettes sur les côtés. Les herbes qui ployaient sous le pétrole redressèrent fièrement leurs pointes. L'ancien collectionneur incarnait la seule entité libre dans sa banlieue désincarnée, désormais sous le contrôle des émissaires de la ville. Le seul bourgeon d'oxygène capable de refouler les tornades missionnées du plus haut des buildings. Non, Havel ne souscrirait jamais à la divinisation des grands nouveaux, d'ondes et de vent. Il reporta son attention sur l'ouvrage
qu'il avait conservé jusqu'à son dernier souffle, obéissant aux dernières paroles de son grand-père. Ces pages étaient vierges. Qu'importe. Le message qu'elles avaient délivré l'avait transcendé. Ces lettres étaient gravées dans sa mémoire. À lui de confier à son tour le livre à la prochaine génération, aux mains d'une âme coriace, susceptible de repousser les rafles de la métropole. Auréolé de ses tentacules, il s'enfonça dans la tempête, en ressassant les mots qu'il avait sauvés dans les ténèbres de la cave. Quand la vieillesse s'abattit sur le monde et que l'étonnement disparut de l'esprit des hommes, quand les cités grises érigèrent dans les cieux enfumés de hautes tours sinistres et laides, à l'ombre desquelles il n'était plus possible de rêver au soleil ou aux prairies fleuries du printemps, quand la science dépouilla la terre de son manteau de merveilles et que les poètes cessèrent de chanter autre chose que les fantômes déformés par leurs regards brouillés et tournés seulement vers l'intérieur, quand donc toutes ces choses furent arrivées et que les désirs enfantins s'effacèrent à tout jamais des mémoires, il se trouva un homme pour effectuer un voyage hors de cette existence et partir dans l'espace à la recherche de nos anciens rêves. Et voilà qui sonne la fin de cette histoire. À savoir notamment que je l'ai en sous-titre. Le texte de fin, ou peut-être juste la fin, je ne sais pas, mais en vrai, peut-être le texte entier, semble tirer d'une nouvelle qui s'appelle Azathoth dans Les Contrées du rêve de Lovecraft. Ce qui explique peut-être ce qu'était devenu notre héros. Et par quoi il a été possédé, hein, concrètement. Il y a eu un combat qui le dépasse. Hein.